Hey, salut les enfants perdus, et bienvenue sur Archeo Toys. Il y a quelques mois, vous étiez nombreux à m'avoir demandé une suite à ma vidéo sur le pire des 70s. Rest in peace, Casimir. Parce que la nostalgie nous fait souvent croire que les jouets, c'était mieux avant. Et il suffit de mettre le nez dans un catalogue pour se prendre un bon coup de vieux. Mais ce serait oublier les nombreuses horreurs que nous a offert la fin du XXe siècle. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite plongée dans ce que je considère comme le pire des années 80. Concept foireux, panique parentale, publicité mensongère, tout autant de joyeuseté au rendez-vous de ce petit musée des horreurs. La décennie du Rubik's Cube et du Club Dorothée aura vu mourir Coluche et apparaître le hip-hop et le Minitel. Mais du côté des fabricants de jouets, c'est un véritable âge d'or. Porté par les réformes du très libéral Ronald Reagan, Musclor, les Tortues Ninja et Transformers vont atteindre le grand public dans un déluge de plastique. Filles et garçons ont été inondés de jouets, de produits dérivés et de dessins animés. Mon Petit Poney, Polly Pocket et She-Ra et les princesses du pouvoir ont connu un succès mondial, dont l'impact continue de se faire ressentir aujourd'hui. Mais comment se démarquer de la concurrence quand le marché est totalement embouteillé? Certains font le choix de la mignonnerie, comme les bisounours, d'autres préfèrent les rebondissements des popples. Mais notre premier candidat a préféré jouer sur la corde sensible, quitte à tirer un peu trop dessus. Il est mignon ce petit chien, n'est-ce pas? Eh bien pour le vendre, son distributeur français, Vully, a décidé de jouer au maximum sur la pitié. Sortis chez nous en 1986, les pitous sont reconnaissables à leurs grands yeux tristes et leurs corps de chiffon qui les rendent amorphes. Mais les pitous sont surtout des chiens maltraités et abandonnés en quête d'un nouveau maître. Allez, adoptez-le! Nous sommes les pitous, on veut des caresses, de gros câlinous et de la tendresse. Oh, les pauvres pitous! Délivre-nous! Comme ils sont mignons! De la tendresse pour Pitou, de la tendresse pour vous. C'est qu'à l'époque, les abandons d'animaux sur la route des vacances font les gros titres. Ces peluches canines vont donc surfer sur le phénomène. Et elles sont même vendues dans des boîtes ressemblant à des chenilles. Mais ne vous inquiétez pas, pour se donner bonne conscience, une partie du prix de vente est reversée à la Société protectrice des animaux. Un argument larmoyant imprimé sur la boîte et ressassé sur tous les supports publicitaires. L'animatrice Dorothée et son petit chien Roxane n'hésiteront pas à monter au créneau pour promouvoir cette bonne action. Mais le plus étrange, c'est qu'aux États-Unis, les mêmes peluches étaient vendues sans aucune mention au fait qu'elles étaient maltraitées. Connues là-bas sous le nom de Pound Puppies, on insiste surtout sur le fait que ce sont des chiots à adopter. Chacun est livré avec un certificat, un peu à la manière des patoufs. Créés par un ancien ingénieur de chez Ford, les Pound Puppies voient le jour grâce à Irwin Toys, avant de passer sous le dressage de Tonka. Le célèbre fabricant de petits camions leur offrira même une série animée et un film signé par Hanna-Barbera. Chaque épisode se terminera par une petite minute de conseil pour adopter un animal. Un concept plutôt sympathique. Pourtant, en France, on s'est donc senti obligé de faire pitié avec les pitous. Ce ne sont pas de simples chiots, mais des chiots maltraités. Le regard tendre des Pound Puppies devient donc pathétique et malheureux pour la bonne cause. Allez, adoptez mon pitou, ma bonne dame, et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Sinon, on va devoir le faire piquer. Allez, laissons nos chiens à la niche pour mieux attaquer la cuisine. Est-ce que ça vous dirait de jouer avec de la nourriture? C'est l'interdit ultime que proposait de surpasser la gamme de jouets Food Fighters, signé par Mattel. Oui, de temps en temps, Barbie aime se salir les doigts. Les aliments vivants dans notre frigo se livrent donc une bataille sans merci à l'abri des regards indiscrets. Burgers, pancakes et autres donuts luttant à mort à grands coups d'armes de cuisinistes. Avec des hélicoptères en forme de casserole ou un char boîte à œufs. Commando de cuisine affronte les rebuts du frigo. Développé en partie par Errol McCarthy, un vétéran du secteur à qui on doit notamment de nombreux concepts de Musclor, les Food Fighters n'étaient portés par aucun dessin animé, pas de comics, et encore moins un film. Si les figurines sont sympas au premier abord, il s'avère qu'elles ressemblent étrangement à des jouets pour chiens en caoutchouc. Des poètes-poètes auxquels ont été ajoutés des bras et des jambes. Et dès le départ, les acheteurs des grandes enseignes se montrent méfiants. Comment peut-on mettre en avant le gaspillage alimentaire auprès des enfants, surtout avec des jouets violents et armés jusqu'aux dents, alors même que la plupart des famines sont causées par des conflits militaires? Pointé par les associations, Mattel aura bien du mal à avaler la nouvelle. Il faut dire que les médias sont en boucle autour des nombreuses famines qui frappent le Soudan, la Somalie et l'Éthiopie. Les Food Fighters iront donc directement dans les bacs des soldeurs.
et plus jamais on n'entendra parler d'eux. On peut dire que notre candidat suivant a lui aussi un sacré appétit. Rond comme un ballon et jaune comme un citron, Pac-Man a poussé toute une jeunesse à s'enfermer dans les salles d'arcade pour tenter d'inscrire leur nom au tableau des scores. Les années 80, c'est évidemment l'explosion du jeu vidéo. Un avenir fait de bips et de cartes mères qui terrifie les fabricants de jouets. Ça n'empêchera pas l'éditeur MB d'essayer de surfer sur le succès de la concurrence en proposant des jeux de plateau directement inspirés de jeux vidéo. Oui, le concept peut paraître un peu acrobatique. C'est donc le cas de Pac-Man le chasseur de fantômes, édité chez nous en 1982. La publicité est pleine de promesses. Guidez votre Pac-Man à travers le labyrinthe. Il marque des points à chaque fois qu'il avale des billes. Mais attention aux fantômes, ils peuvent vous renvoyer à la case départ. Pac-Man de MB, à vous d'être le plus glouton. Vous avez vu, on pourra enfin jouer autant qu'on veut à Pac-Man, bien au chaud à la maison. Mais la réalité est un peu plus raide, car ici, il faut placer chaque bille une à une, et la partie dure rarement plus de 3 minutes, soit beaucoup plus longtemps qu'il ne faut pour installer le plateau. Et je ne parle même pas des minuscules petites billes qui se perdent à une vitesse déconcertante à chaque partie. Imaginez-vous jouer à Sonic et de devoir remettre chaque anneau à sa place à la fin de la partie. Sans s'en rendre compte, MB souligne ici l'infériorité de ses produits. La présence du dessin animé Pac-Man et du générique memoné par William Lémergie ne suffira pas à faire durer le succès du jeu de plateau. D'ailleurs, après cet échec, le reste de la gamme vidéoludique de MB ne sera jamais distribué chez nous à ma connaissance. Mais Pac-Man n'est pas le seul à avoir tenté de faire la jonction entre le jouet et le jeu vidéo. C'était même le principal argument des Computer Warriors. L'informatique est un monde à part entière, alors pourquoi ne pas en faire le support d'une guerre interdimensionnelle ? Souvent considéré comme un mélange de Transformers et du film Tron, Computer Warriors propose donc des jouets transformables en matériel informatique. Carte son, lecteur de disquettes, ordinateur personnel avec clavier, oui, on se croirait clairement dans un inventaire de chez Surcouf. Et comme tout ça c'est pas très fun pour les moins de 6 ans, on va en faire des vaisseaux spatiaux et des tanks. Le background est ultra simpliste, des êtres du monde virtuel continuent une guerre sans merci jusque dans nos chambres à coucher, ce qui explique la présence d'un ballon ou d'un taille-crayon. Ce qui fait pas très dimensionnel. Un partenariat avec les soldats Pepsi leur permettra d'ajouter une canette, que je trouvais vraiment trop cool quand j'étais enfant, mais qui en dit beaucoup sur la percée de la malbouffe dans l'imaginaire des geeks. Dévoilée en 1989, la gamme n'aura duré que 2 petites années. D'ailleurs, seul l'épisode pilote d'une hypothétique série animée sortira à la télévision puis en VHS en 90. L'animation est ultra cheap et même s'il y a quelques très courtes séquences en animation 3D, la plupart du temps ils se contentent de mettre les personnages en transparence et de les dédoubler pour nous faire comprendre qu'on est dans le monde virtuel numérique de l'informatique. Mais à cette date, les Computer Warriors ont déjà été frappés par l'obsolescence programmée. Jugé trop violent pour certains pays européens, le nom de Computer Warriors sera parfois remplacé par Computer Force. Mais là aussi, ça n'a pas marché. En tentant de jouer sur les codes de l'informatique, Mattel a surtout essayé de freiner l'hémorragie provoquée par le succès du jeu vidéo. Et je n'imagine pas la déception de ceux qui ont reçu des Computer Warriors pour leur anniversaire, en lieu et place du matos informatique qu'ils avaient demandé. Quant à notre jouet suivant, il devait faire rêver les petites filles. Mais il s'est contenté de les empoisonner. Les poupées Spectra incarnent à elles seules les années 80. Non seulement elles profitent de coupes de cheveux bouffantes aux couleurs criardes, mais en plus, leur corps est intégralement chromé. Des paillettes et du chrome. C'est qu'en coulisses, la bataille est rude sur le marché des poupées. Tout est bon pour Mattel si cela a pour résultat de couper l'herbe sous le pied de la concurrence, et surtout de Jem et ses hologrammes. Spectra, c'est donc la version Cosmo Wave de Barbie. On remarquera que les boîtes ressemblent étrangement à celles de certaines marques qui de l'époque. Et Spectra n'est pas seule. Elle débarque sur Terre avec toutes ses copines. Et elle a même droit à un petit chien robot. C'est à la fois le meilleur et le pire jouet que j'ai jamais vu. Je le déteste, mais étrangement, je veux le posséder. À moins que ce soit lui qui me possède. Mais le vrai souci vient des corps de nos poupées. Ces jolis effets chromés sont obtenus avec une famille de métaux lourds incluant du chrome hexavalent. Si le chrome trivalent est un minéral nécessaire au bon fonctionnement du corps humain, son cousin l'hexavalent est un cancérigène connu. Surtout lorsqu'il est tripoté sans cesse par des petites mains d'enfants. Spectra disparaîtra dans le néant aussi vite qu'elle était arrivée. Bon, on est déjà arrivé à 5 jouets. Mais pour finir, je vous ai gardé une petite cerise sur notre gâteau de l'infamie. Et pas la plus petite.
Vous connaissez forcément les Transformers. Ces robots d'un genre nouveau ont laissé de nombreuses traces de pneus tout au long des années 80. Mais pour être honnête, le jouet qui nous intéresse n'a été commercialisé qu'au début des années 2000. Mais il mérite toute sa place ici, puisque si on en croit les spécialistes, il s'agit de l'ultime chapitre de la première génération des Transformers dans sa version nippone. L'univers de Kissplayer reprend donc Optimus et les Autobots pour les coller à une bande d'adolescentes prépubères douées de magie. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'une tentative de percer le marché des petites filles. Enfin si, mais pas de cette manière-là. Dès le départ, Kissplayer s'adresse aux fans adultes, et plus précisément aux criminels adeptes des lolis et des gros robots. Si possible, les deux mélangés, ça fait beaucoup de choses à vidanger. Le manga en 3 tomes en fait des tonnes, n'hésitant pas à donner à ses personnages des poses plus que suggestives. Je vous passe les coups de langue ultra douteux de Megatron, et ça répond à une question, oui, les Transformers ont un pénis, mais dans la bouche. Et effectivement, cette idée rend la couverture du manga encore plus horrible. Et je ne vous parle pas de l'étrange liquide qui recouvre les Kissplayers après qu'elles soient passées à l'intérieur de leur robot. Oh. C'est qu'au Japon, Transformers vit un univers parallèle. Sorti juste avant le premier film de Michael Bay, Kissplayer se retrouve à être le seul représentant officiel de la licence sur l'archipel pendant presque 2 ans. Le fabricant de jouets Takara n'hésitera pas à proposer les produits dérivés avec des véhicules transformables accompagnés de petites filles. Comme celui-ci qui est une voiture de police. Ah, c'est drôle. Ce fanservice criminel acharné est visiblement une volonté totalement assumée de l'auteur. Oui, il voulait atteindre le marché des fans de Transformers amateurs de gamines. Et si à la base il était prévu qu'elles soient mineures, l'éditeur insistera sur le fait qu'elles ont au moins 16 ans, puisque c'est l'âge légal minimum au Japon pour pouvoir conduire un véhicule. Sans déconner, c'est leur argument officiel. Suite à de nombreuses critiques venues d'Occident, la seconde partie prendra un tournant heureusement plus sage. Mais rien ne pourra enlever la honte provoquée par Kissplayer et ses robots criminels. Voilà, on arrive malheureusement au bout de ce top des pires jouets des années 80. J'espère que ça vous a permis de découvrir quelques horreurs inédites, on a creusé loin pour vous trouver le pire. Et vous, quels sont les pires jouets que vous avez reçus quand vous étiez enfant ? Dites-le moi dans les commentaires. Archeo Toys, c'est dorénavant 2 vidéos par semaine, et je ne serais pas surpris que certains d'entre vous aient raté notre superbe vidéo sur les mystères de Karate Kid. Le lien est dans la description évidemment. Voilà, dans tous les cas on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.